Selon un des contes des Mille et une nuits, celui qui n'a pas vu le Caire n'a rien vu. Sa poussière est d'or. Son île est une merveille. Ses femmes sont comme les vierges du paradis. C'est la mère du monde. C'était une journée extraordinaire, la plus merveilleuse de ma vie. Ce sont les mots qu'écrira des années plus tard l'égyptologue Howard Carter pour décrire ce jour mémorable du 26 novembre 1922. Comme il était intact, le sceau posé par les prêtres de la nécropole annonçait que la tombe qu'il fermait était restée inviolée depuis des milliers d'années. Et c'était effectivement le cas. En réalité, les voleurs avaient pénétré dans la tombe par 2 fois, peu après la mort du roi, mais ils n'avaient dérobé que quelques objets. Carter dirige sa lampe à travers le trou pratiqué dans la porte scellée, puis se penche à l'intérieur. Il découvre des meubles, des lits, des chariots d'or, des statues de bois et d'or, et des trônes couverts d'émaux. Tout est entassé dans le désordre laissé par les voleurs de l'Antiquité. Les prêtres, qui ont ensuite refermé le tombeau pour l'éternité, n'ont pas dû oser remettre les objets en place. Ils étaient probablement pressés de faire oublier le successeur d'Akhénaton, ce pharaon hérétique qui avait offensé les dieux en adorant le seul Aton. En fait, une grande partie de ce trésor dépeint Aton et remonte à la période où Toutankhamon était encore connu sous le nom de Toutankhaton, l'image divine d'Aton. Comme sur ce magnifique fauteuil d'apparat en ébène incrusté d'ivoire, d'or et de pierres semi-précieuses. Ou sur ce fameux trône d'or qui date probablement du début du règne du jeune roi. On y voit la reine Ankhésenpa Aton passer de longs gants parfumés sur l'épaule gauche de son mari. Ils ont tous deux environ 10 ans. Au-dessus de leur tête couronnée veille le disque solaire, Aton. Les pieds du trône se terminent en pattes de lion, et ceux de devant sont surmontés de 2 têtes de lion, symbole de l'Est et de l'Ouest. Cet appui-tête d'ivoire de Toutankhamon représente Chou, le dieu de l'air qui soutient le firmament. Les accoudoirs du trône sont faits de 2 cobras ailés et couronnés
qui protège un cartouche portant le nom du roi. Les silhouettes des enfants nouvellement mariés se détachent sur le fond doré grâce à une magnifique combinaison d'émaux, d'argent et de pierres semi-précieuses. Leurs longs pieds sont chaussés de sandales dorées. Elles sont identiques à celles portées par les 2 statues du roi qui veillent sur l'entrée scellée de la chambre mortuaire. Ces statues, où le noir de la peau fait ressortir les ornements d'or, représentent le principe directeur de Ak, la force vitale qui renaît éternellement. Aujourd'hui, ces statues veillent sur l'entrée de la partie du musée consacrée à Toutankhamon. À l'exception de la découverte plus modeste de Tanis, le trésor de Toutankhamon provient de la seule tombe royale de l'Égypte antique qui ait été retrouvée intacte. Plus de 3500 objets affichent une splendeur jusqu'alors inconnue. La section la plus grande est sans doute le groupe des Ushepti, composé de 413 figurines, qui devaient prendre la place du roi dans les tâches que l'au-delà lui réservait. Ushepti signifie répondant, parce que chaque figurine devait travailler pour le défunt. Il y a 365 travailleurs Ushepti, un pour chaque jour de l'année, 36 chefs d'équipe et 12 superviseurs, un pour chaque mois de l'année. Les plus beaux spécimens sont en bois doré et peint. Ils représentent le roi et portent des parures et des coiffures différentes. La boîte à sandales témoigne de l'extraordinaire niveau artistique atteint par les artisans du Nouvel Empire. Le bois est recouvert d'un enduit, le gesso, avant d'être peint. Ici est représenté le pharaon avec son armée, en train de chasser ses ennemis et de les écraser sous son char. L'ordre égyptien contre le désordre de l'étranger, la Maat contre le chaos. Les objets en calcite et en albâtre sont étonnamment beaux. Le génie Bès, protecteur des fonctions sexuelles, a des dents en ivoire et une langue très réaliste peinte en rose. Lorsque cette embarcation de cérémonie a été découverte, elle était décorée de guirlandes de fruits et de fleurs. On pense qu'elle servait peut-être à diffuser du parfum. Les cornes de bouquetin qui décorent la proue et la poupe sont de vraies cornes. À la proue, une jeune fille tient une fleur de lotus en ivoire. Sa courte perruque est en pierre, comme celle du nain qui, à l'époque, devait tenir une longue perche pour diriger le bateau. Ce vase d'albâtre est entouré d'un bouquet de lys et de papyrus, plantes héraldiques de la Haute et de la Basse Égypte. Il forme le Sema Taoui, qui signifie l'union des deux terres. Les deux symboles sur le côté représentent le Nil de la Haute et de la Basse Égypte. Selon un ancien mythe, à l'aube de la création, une grande fleur de lotus
a germé dans l'océan originel et a donné naissance au Soleil. Cette délicate sculpture confirme que, comme le Soleil, Toutankhamon renaîtra chaque jour à une nouvelle vie. Le mobilier était une partie importante des objets funéraires. Par rapport aux 4 lits qui étaient utilisés dans la vie, ces 3 lits de cérémonie sont plus hauts et plus élaborés. Quand ils ont été découverts, ils étaient recouverts d'offrandes et de nombreux objets. 3 animaux sont représentés sur les côtés de chaque lit. La vache Hathor, issue de l'océan originel, Ammut, dont le nom signifie dévoreur des méchants, et Sekhmet, la terrible lionne, qui, si elle était apaisée, garantissait les crues annuelles du Nil. Au cours de la cérémonie des funérailles, la momie du roi était posée sur chacun de ses lits pour qu'elle entre en contact avec le pouvoir régénérateur de ces 3 divinités. Les organes internes de Toutankhamon ont été placés à l'intérieur de ces splendides cercueils miniatures, réplique exacte du 2e cercueil qui protégeait la momie du pharaon. Ces petits cercueils étaient placés à l'intérieur d'urnes funéraires en calcite, ornées d'effigies du pharaon. Les 4 déesses protectrices des urnes funéraires sont représentées en relief sur les 4 coins du coffre qui les contient. Isis, Nephthys, Nis et Serket. En une symétrie raffinée, un autre coffre, celui-ci fait de bois plaqué de feuilles d'or, contient le précédent. On retrouve sur les 4 côtés du coffre des représentations de ces mêmes déesses surmontées d'une frise d'Oureus, le cobra femelle. Ces sculptures témoignent des douceurs du charme féminin. Les robes soulignent les courbes de leur corps et le visiteur cherche en vain à entrevoir leur visage à demi caché qui rompent avec la symétrie frontale de la statuaire égyptienne. Si un grand soin était consacré aux organes internes, les 4 énormes cercueils contenant la momie restent les objets les plus remarquables jamais créés pour un mort. En forme de temple et faits de bois plaqué d'or, ils s'emboîtent les uns dans les autres et protègent le grand sarcophage de quartzite déposé dans le tombeau dans la vallée des rois, et qui contient aujourd'hui l'un des 3 cercueils intérieurs et la momie du pharaon. 2 de ces 3 cercueils sont au musée du Caire. Le premier cercueil est fait de bois plaqué d'or. Le plumage coloré qui le décore est fait d'émaux enchâssés sur la feuille d'or qui recouvre le bois. Le dernier cercueil pourrait bien être l'objet le plus précieux de tous les temps. Il mesure 1,87 m de long et il est en or massif, incrusté de pierres précieuses et d'émaux. Il pèse 110 kg. Le pharaon y est représenté sous les traits d'Osiris. Ses bras, croisés sur la poitrine, portent les symboles de son pouvoir, le sceptre et le fléau. La beauté du visage annonce la découverte à venir. À l'intérieur du sarcophage, la momie porte un masque d'une beauté inégalable. Un ensemble d'éléments décoratifs d'émail et de pierres précieuses met le visage du pharaon en valeur. Les yeux, accentués par les longues lignes des sourcils et du maquillage, sont faits de quartz et d'obsidienne. Une touche de pigment rouge leur confère une touche vivante. Ce masque est en or, de cet or à travers lequel le sang scintille, que l'Égypte antique offrait à ses pharaons. La patine rougeâtre
a été obtenue en ajoutant de la pyrite de fer pendant la fonte. Les lobes percés montrent que le roi avait l'habitude de porter de lourdes boucles d'oreilles. La barbe divine, constituée d'une tresse en émail, prolonge l'ovale du visage. Le grand collier est fait de minuscules dés de lapis-lazuli, de turquoise, de quartz et d'émail, enchâssés dans l'or. Sur le front se trouve la tête de vautour de Nekhbet, la déesse du Sud, et le cobra de Wadjet, le dieu du Nord. Le némès, la coiffe, comporte un motif extrêmement raffiné et se termine par une tresse qui atteint le milieu du dos. Mais ce masque cachait d'autres trésors. Après l'avoir enlevé, on a retiré les bandages et on a découvert sur la momie la plupart des 123 bijoux retrouvés dans le tombeau. Elle avait sur la tête un magnifique diadème en or incrusté de pierres semi-précieuses. De lourdes plaques protégeaient sa poitrine. Sur chacune d'elles se trouvait un symbole, protégé par des dieux. Le pharaon sous les traits d'Osiris, le djed, le pilier sacré d'Osiris. De nombreuses protections pectorales portent en leur centre un scarabée de pierres précieuses, symbole du soleil levant. La momie avait 13 bracelets en or et 13 bagues. Ce petit récipient en forme de cartouche contient encore des traces d'onguents parfumés. Le roi y est représenté sous les traits d'un garçon assis sur un hiéroglyphe qui signifie « fête ». En 1871, à l'ouest de Thèbes, Ahmed Abdel Rasoul descend chercher sa chèvre, qui est tombée dans un puits. Derrière une porte scellée, il trouve des dizaines de cercueils. C'était la dernière demeure des souverains du Nouvel Empire. Depuis près de 3000 ans, cette porte protégeait leur corps des pilleurs de sépultures. Ce sont les prêtres d'Amon qui ont déplacé les momies des pharaons, ensevelies dans la vallée des rois, pour les cacher dans cet endroit. C'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui admirer les momies de Thoutmôsis II, de Séti Ier, de Ramsès II, de Ramsès V et de nombreux autres pharaons, plutôt que des portraits comme c'est le cas pour d'autres époques et d'autres civilisations. Ces corps témoignent presque toujours des derniers instants du pharaon. S'il était gras ou mince, la couleur de ses cheveux, les maladies, les blessures reçues au cours des batailles ou infligées par des conspirateurs. Peu connu bien que glorieux, Sekenenreta
est un roi qui a courageusement combattu les envahisseurs Hyksos. Il est mort vers 1560 avant Jésus-Christ. Son squelette montre de terribles blessures. Il a été poignardé dans le cou et a été matraqué sur ses joues, le nez et les sourcils. Et un coup de hache sur le front lui a brisé le crâne. Cela semble incroyable, mais ce dernier coup a été porté avant les autres, étant donné que des signes indiquent que le tissu osseux s'est redéveloppé autour de la blessure. Le roi est donc mort après avoir été grièvement blessé. Le coup mortel lui a peut-être été porté lors d'une bataille ultérieure, ou peut-être a-t-il été victime d'une conspiration. La momification a conservé sa dernière grimace de douleur. Dans le cas de Ramsès V, la momification n'a pas réussi à dissimuler les signes de la grave maladie qui l'a emporté alors qu'il avait à peine 30 ans, la variole. Les traces de la maladie sont clairement visibles sur ses joues et sur tout son visage. Le linceul qui recouvre le corps cache une autre maladie qui est également commune aujourd'hui, une hernie scrotale. En fait, l'un des testicules est enflé et vide. On peignait le visage du pharaon en rouge après la momification pour masquer l'obscurcissement provoqué par le traitement complexe de la peau. Les embaumeurs essayent de rendre le visage le plus vivant possible pour prouver la qualité de leur travail. Dans le cas de cette noble dame, ils en ont trop fait. En plus des pierres précieuses insérées à la place de ses yeux et de la perruque dont ils l'ont affublée, ils ont également bourré son visage avec une substance inconnue, que certains chercheurs ont comparée à du fromage, ce qui l'a fait exploser. Une restauration récente a tenté de réparer les dégâts causés par les embaumeurs de l'Antiquité et en a sensiblement amélioré l'apparence. La momie de Séti Ier a été endommagée par des voleurs qui ont séparé la tête du corps pour prendre ses bijoux. Toutefois, son noble visage est parfaitement préservé, avec des lèvres pleines, un nez légèrement crochu et des yeux fermés qui laissent penser qu'ils étaient assez grands. Séti Ier, qui est mort à 40 ans, a laissé le trône à son fils Ramsès II, le plus célèbre pharaon de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le corps de Ramsès se trouve à côté de celui de son père, à qui il ressemble de façon frappante, bien qu'il ait l'air beaucoup plus vieux. En fait, Ramsès II est mort à 80 ans. La momie retirée de sa tombe et déménagée à plusieurs reprises par les prêtres pour la protéger contre les voleurs, a été identifiée grâce à son nom écrit sur les bandages. Le corps du pharaon, analysé par des chercheurs de l'Université du Michigan, a révélé un grand nombre de problèmes liés à la vieillesse. Il lui manque un certain nombre de dents et il a une méchante arthrite à la hanche. Une artériosclérose sévère dans les jambes devait lui rendre la marche difficile. Ramsès II a été le seul pharaon de l'histoire qui ait voyagé en avion avec son propre passeport, égyptien bien sûr. Pendant les années 80, sa momie a été transportée à Paris pour y être étudiée et restaurée. Après la découverte de Toutankhamon, les égyptologues n'espéraient plus trouver d'autres tombes royales intactes. Mais le 27 février 1939, au cours d'une fouille de routine dans la ville de Tanis, dans le delta du Nil,
un égyptologue français, Pierre Montet, allait tomber sur un passage qui avait sans doute été creusé par des pilleurs de tombeaux. Ce trou dans le sol a permis à Montet de découvrir plusieurs tombes de pharaons de la 21e dynastie pratiquement intactes. Mais la Seconde Guerre mondiale a éclaté et la découverte est passée quasiment inaperçue. Ce n'est qu'en 1944 que les objets de Tanis ont été exposés dans une salle du musée égyptien du Caire, près du trésor de Toutankhamon. Les objets en or de Tanis n'ont pas toujours le niveau stylistique des joyaux de la 18e dynastie, mais ils offrent néanmoins un témoignage extraordinaire sur cette époque peu connue. Les parures les plus riches et les plus complètes sont celles du pharaon Msousénès Ier, dont la momie portait des bagues en forme de dés à coudre et des sandales d'or semblables à celles de Toutankhamon. Le collier que le pharaon portait autour du cou est exceptionnel. Il est composé de 7 rangées de plus de 5000 disques d'or et se termine par une cascade de chaînes avec des fleurs minuscules à leurs extrémités. Quand elles bougeaient, les chaînes devaient créer des jeux de lumière et de son sur la poitrine du pharaon. Les protections pectorales sont ornées de motifs traditionnels, tels que le scarabée ailé, que l'on retrouve sur 4 des colliers de Msousénès Ier. Cette magnifique cruche en or massif servait peut-être à laver les mains du roi. Son goulot a la forme d'une fleur de lotus. Ses titres royaux sont gravés sur la cruche. Aa-Khépérès Sété-Pénamon, roi de Haute et de Basse-Égypte, seigneur des 2 terres, et Msousénès Mériamon, fils de Ra, seigneur des diadèmes. Le masque funéraire du général Oungé Baounged montre la grande maîtrise des artisans, surtout pour le nez et les yeux en émail, miraculeusement intacts. La finition des autres masques funéraires de Tanis est moins raffinée. Le cercueil de Sheshonq II, en bois enduit de gesso que l'on a peint puis doré, est un véritable chef-d'œuvre. Le visage a les traits durs d'Horus, le dieu faucon et fils d'Osiris, que tous les pharaons étaient censés personnifier. Un fauteuil de bois et d'or, un lit à baldaquin et un appuie-tête, une chaise à porteur. Ce ne sont pas des attributs quelconques, mais ceux de Hétep-Hérès Ière, la mère de Khéops, qui a construit la grande pyramide de Gizeh. C'est le mobilier d'une chambre royale de 2550 avant Jésus-Christ. La chambre funéraire de la grande pyramide de Khéops contenait peut-être de tels meubles. Cette extraordinaire découverte date de 1925, mais elle est passée pratiquement inaperçue en raison de l'enthousiasme du monde entier pour le trésor de Toutankhamon. Et pourtant, ces meubles ont une élégance simple qui passerait très bien dans un intérieur contemporain. La chaise à porteur est décorée de hiéroglyphes en or. Le baldaquin, recouvert de feuilles d'or, est soutenu par des colonnes élancées qui imitent les piquets d'une tente. Le simple drap de lin qui le recouvrait devait être entreposé dans ce précieux coffre à linge. La plus petite boîte contient 15 bracelets en argent avec des incrustations polychromes qui appartenaient à la reine. Leurs diamètres sont de plus en plus petits pour que la reine puisse en porter plusieurs sur son avant-bras. L'ensemble massif du fauteuil est allégé par des accoudoirs ajourés qui représentent un bouquet fait de 3 papyrus. L'appui-tête, plaqué d'or et d'argent, est soutenu par une élégante colonne protodorique. Nous sommes bien loin de l'ostentation de Toutankhamon, car cette époque appréciait les lignes pures, comme celles des pyramides et des temples. Le reste des objets se distingue également par la simplicité des lignes. Le sarcophage d'albâtre, qui contenait les urnes funéraires, est ici un seul caisson divisé en 4 compartiments.
Les organes internes de la reine sont encore visibles à travers l'albâtre translucide. Initialement enterrée à Dachour, Hétep-Hérès Ier et son mobilier ont été déplacés à Gizeh et cachés près de la pyramide de son fils, lui garantissant la sécurité que les millénaires suivants allaient refuser à son rejeton. Le musée égyptien du Caire ne renseigne pas seulement sur l'art d'une civilisation qui a donné des chefs-d'œuvre éternels à l'humanité. En vous promenant à travers les salles de l'étage, vous pourrez aussi y découvrir des témoignages sur la vie quotidienne, et ils sont étonnamment modernes. Comme les jeux. Le plus populaire était le Senet, ou jeu du passage. Il est souvent représenté dans les tombeaux, peut-être en allusion au procès que le défunt allait affronter dans l'au-delà. Toutankhamon avait 4 jeux de Senet dans son tombeau. Le plus complet comporte un plateau de 30 cases et abrite un petit tiroir pour ranger les pions. Nous ne connaissons pas grand-chose aux règles de ce jeu. Peut-être le joueur devait-il atteindre la case portant le nom Néférou, bonheur, en lançant des dés faits de petits os ou de bouts de bois. Le papyrus revenait très cher, et donc pour des écrits ou des dessins peu importants, les Égyptiens de toutes les époques utilisaient des tessons de poterie qu'on appelle aujourd'hui des ostraca. Les ostracas exposés au musée proviennent du village de Deir el-Médina, une communauté composée exclusivement d'artisans et d'ouvriers qui travaillaient sur les tombeaux de la vallée des rois. En quelques traits, les artistes de l'époque ramesside ont esquissé des dessins qui sont souvent plus vivants que ceux des tombes de leurs rois. Comme ces animaux, un chat, un ibis et un vautour égyptien. Ou ces portraits royaux, qui sont l'œuvre de vrais dessinateurs. La première esquisse, faite en rouge, est ensuite reprise à l'encre noire. Cette technique a été utilisée pendant des milliers d'années pour préparer les dessins des tombeaux. Mais il y a aussi des ostracas irrévérencieux, comme celui de cet homme en train d'uriner. Un papyrus satirique de Touna el-Gebel montre un chat qui porte un toast à une souris géante, éventée par un chat serviteur. Il comporte aussi un chat babysitter qui promène un bébé souris, accompagné par un chat serviteur qui porte un éventail. Enfin, un chat dévot fait une offrande à un bœuf sacré qui se penche au-dessus d'une clôture. L'écriture était un élément fondamental de la vie quotidienne pour les classes moyennes et supérieures. Comme l'a montré le panneau Désira,
L'outil qui servait pour écrire était la palette du scribe, un objet qui n'a pas changé pendant des milliers d'années. C'est une palette rectangulaire en bois ou en pierre, avec un long sillon central pour tenir les roseaux de papyrus que l'on écrasait à une extrémité et qui faisait office de plume. À une extrémité, la palette a 2 cavités où placer les plaques de pigments rouges et noirs. Parfois, l'encrier et l'étui pour les tiges de papyrus sont indépendants l'un de l'autre. Toute une salle de l'étage supérieur est consacrée aux objets que les Égyptiens offraient à leurs dieux dans les temples, surtout pendant la basse époque égyptienne. Cette vitrine renferme une série de statuettes de dieux, de tout style et dans tous les matériaux. Ptah, le dieu de Memphis, Sekhmet, la puissante déesse lion, Apis, le plus vénéré des animaux sacrés de l'Égypte antique, Bès, le génie bienfaisant, et le crocodile sacré du dieu Sobek. Chacune de ces offrandes témoigne de la conviction d'un peuple qui, pendant 3000 ans, a cru que la vie après la mort était l'élément essentiel de son passage terrestre. Ils croyaient au surnaturel. Et aujourd'hui, l'un des musées les plus fascinants du monde nous offre la chance d'admirer les signes éternels que nous a transmis l'Égypte antique. Ses trésors, ses connaissances, son amour de la vie et sa foi dans l'éternité.